Bonjour et bienvenue au Parlement européen à Strasbourg pour un nouveau numéro de Toute l'Europe en débat. Nous allons aujourd'hui parler d'Emmanuel Macron, de son programme pour l'Europe, mais aussi de ce qu'en pensent nos voisins. Car cela n'aura échappé à personne, le nouveau président français est pro-européen, il veut transformer l'Union européenne et multiplie pour cela les contacts et les initiatives. Après une victoire symbolique en octobre sur le travail détaché, il veut instaurer une taxe sur le numérique, un partenariat avec la Chine et bien sûr réformer la zone euro. Alors quelles sont ses chances de réussite? Sur quel partenaire européen peut-il compter? Et comment ce volontarisme pro-européen est-il perçu hors de France et dans les institutions européennes? Pour en parler, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir sur ce plateau trois invités. Mercedes Bresso, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne italienne, membre du Parti démocrate italien, rattachée au groupe SED au Parlement européen. Merci d'avoir accepté notre invitation. Andreas Schwab, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen PPE, membre de la CDU proche d'Angela Merkel. Merci également de nous avoir rejoints. Et Pascal Durand, enfin bonjour, député européen français. Membre du groupe des Verts ALE, vous êtes un proche de Nicolas Hulot. Merci également de nous avoir rejoints. À mes côtés, Christophe Préau, directeur de la rédaction de Toute l'Europe. Bonjour Christophe. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Nous aborderons également la stratégie d'Emmanuel Macron à la fin de ce débat dans le cadre des élections européennes. Mais tout d'abord, une première question pour Mercedes Bresso. Un chef d'État français élu en assumant ses convictions pro-européennes, est-ce que c'est une grande nouvelle pour l'Europe? C'est sûrement une grande nouvelle pour l'Europe. C'est une grande nouvelle pour tous les fédéralistes européens, j'en suis une, mais surtout ça a été un moment d'étonnement que ce soit un président français, parce que la France a été toujours pour l'Europe, mais bon, elle nous avait donné beaucoup de soucis. D'abord, quand elle avait refusé la communauté européenne de la défense, et après, ça fait très longtemps, mais surtout après avec le référendum. Donc, on n'était pas vraiment habitué à un président français carrément, clairement et très pratiquement aussi pro-européen. Justement, Monsieur Schwab, alors quelle image a le président français en Allemagne, auprès des Allemands, sachant qu'il a su créer une certaine complicité quand même avec Madame Merkel? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de sentiments amicaux avec d'autres collègues, d'autres partis aussi en Allemagne. Non, moi j'ai été beaucoup impressionné de sa capacité d'expliquer concrètement dans cette entreprise dans le nord de Paris pourquoi les places de travail vont disparaître et que ce n'est pas une mauvaise chose si les gens qui sont embauchés là trouvent d'autres places de travail. On n'a jamais vu de tels débats dans une présidentielle française et apparemment ça a fonctionné et ça m'a beaucoup impressionné. Pascal Durand, en tant qu'ancien membre d'Europe Écologie Les Verts, une telle conviction pro-européenne, ça doit vous enthousiasmer. Ah, absolument. Si on arrête là, on va arrêter là. Et effectivement, l'élection d'Emmanuel Macron, sur la manière dont il a mené la campagne et où il a mis l'Europe au cœur de ses enjeux, la manière dont il a permis de démontrer la mystification que Marine Le Pen et ses amis ont portée à l'égard du projet européen, a été et reste une excellente nouvelle. Bon, il a décidé, un peu comme l'avait fait à l'époque le président Mitterrand et comme avant d'autres l'avaient porté, mais il a décidé d'avoir ce que j'appelle l'Europe offensive. C'est-à-dire de ne plus se situer dans une défense, comme nous l'avons eu par exemple lors des dernières européennes, où on était en permanence obligé de se justifier sur nos choix pro-européens, sur l'euro, sur la question de la démocratie, etc. Nous étions en fait acculés en défense. Et là, eh ben, on est un peu reparti à l'offensive. Et c'est toujours mieux de jouer sur les buts adverses que d'être replié sur les siens, même si on est très bon en défense. Justement, au crédit d'Emmanuel Macron, on peut peut-être lui attribuer certaines victoires, comme par exemple la coopération structurée, renforcée sur la défense. Et puis aussi peut-être l'accord sur les travailleurs détachés, même s'il a été diversement... Ça serait bien quand même de rendre hommage au travail qui a été fait au Parlement européen sur ce sujet-là, notamment par Madame Morin-Chartier, mais pas que. Je pense qu'il a quand même profité d'un gros travail du Parlement. Il aurait peut-être pu d'ailleurs le revendiquer un peu plus. Voilà, mais bon, c'était là où je voulais en venir. Est-ce qu'on peut lui attribuer... Enfin, il a créé un nouvel élan, je pense que là tout le monde est d'accord, qui était nécessaire. Jean-Claude Juncker a su le saisir aussi. Clairement. Mais est-ce que justement on ne va pas lui attribuer
tout le crédit de tout. Oui. Sur la défense, par exemple, l'Italie était très en pointe aussi sur le sujet. Non, je crois que la modification de la position de la France a été sûrement déterminante. Elle a aussi convaincu l'Allemagne qui ne pouvait pas partir seule. Hein. L'Italie a été toujours favorable et elle avait déjà plusieurs fois pris la position de demander d'ouvrir une coopération structurée sur la défense. Mais il n'y a aucun doute que la modification de la position française a été très utile, en particulier dans ce gros dossier qui était un dossier attendu par les Européennes. On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment eu, grâce dans ce cas malheureusement à l'élection de Donald Trump, un basculement complet de la position des citoyens européens. Et là-dessus, Macron a su aussi, un bon politicien probablement, entendre le changement qui s'était fait. Et sûrement, le fait qu'il soit arrivé et il ait modifié la position de la France était fondamental parce que dans le domaine de la défense, la France, c'est quand même le pays qui a les armements, le seul qui a encore des armements nucléaires en Europe. Et donc, sans la France, on n'aurait jamais pu faire. Hein. Monsieur Durand, il y a des sujets sur lesquels vous pensez que Emmanuel Macron n'avance pas assez vite pour la France ou... je pense, si je dois faire une critique assez, je vais dire, objective, je pense qu'Emmanuel Macron risque d'être confronté à un écueil qu'on a un peu vu au moment de la directive des travailleurs détachés. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas qu'il tombe dans le piège de considérer que l'Europe, c'est la France en plus grand. Vous savez, c'était la fameuse phrase de Danny Cohn-Bendit, qui disait aussi à ses amis allemands. Bon. Et je crois qu'il faut qu'Emmanuel Macron prenne aussi en compte le fait que l'Europe se fait de manière, d'abord par des négociations, par les respects des autres. Il le fait avec Angela Merkel, je pense que toutes ces décisions sont prises avec Angela Merkel. Je pense par exemple sur l'Europe de l'industrie, nous avons besoin de trouver un partenariat très fort, avec l'Allemagne bien sûr, mais avec l'Italie par exemple. Donc il faut qu'Emmanuel Macron intègre aussi un peu le procédé et le process européen. Ça c'est le risque d'écueil, c'est-à-dire qu'il arrive un peu, pas à la cow-boy, mais qu'il arrive en gros en disant suivez-moi, j'ai de bonnes idées, je les pose là sur la table et puis venez avec moi. Il ne faut pas faire ça. Ça serait vu comme de l'arrogance. Il a du talent, il a de l'intelligence, il n'y a aucun doute là-dessus, il a une volonté. Après, moi j'aimerais bien, par exemple, c'est pour ça que je parlais de la directive des travailleurs détachés, il peut rendre hommage aussi au travail qui a été fait par un certain nombre de gens au sein de ce Parlement, aussi bien de la droite que de la gauche, que chez les écolos, pour essayer d'avancer ensemble. Voilà. Donc ça c'est le petit écueil. Après, sur des sujets comme la défense ou autres, qui sont des sujets régaliens, moi je vais être un peu entre les deux, j'aimerais bien qu'on y associe la diplomatie. On manque d'une diplomatie européenne forte. Donc il n'y aura pas de défense sans diplomatie non plus. Hein. Tout est lié. On en parlera tout à l'heure. Politique étrangère, c'est bien sûr. Il a aussi mis en avant un certain nombre de propositions, dont certaines qu'on pensait enterrées depuis longtemps. Bon, il y a cette réforme de la zone euro qui va être a priori le gros sujet de l'année 2018, mais également l'harmonisation de l'impôt sur les sociétés, le salaire minimum. L'orientation de ces réformes va évidemment beaucoup dépendre du futur gouvernement allemand. Quelles devraient être les prochaines priorités du couple franco-allemand ? C'est évident que l'action que Emmanuel Macron a proposée dans le domaine de la zone euro, ça sera important. Et c'est vrai qu'on a besoin d'adapter la zone euro qui est sortie maintenant de la crise et qui a repris de la croissance pour la stabiliser. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à reprendre 100% des propositions d'Emmanuel Macron, mais je pense de l'autre côté qu'il n'expecte pas cela. Donc un certain nombre de points sont plutôt faits pour le public en France et on trouvera un compromis dans un certain nombre de domaines. Mais par exemple, le SMIC européen, je pense que ça sera très difficile car les coûts de vie à Milan sont plus élevés qu'à Gênes et à Paris plus élevés qu'à Lyon. Et donc, ça sera difficile d'harmoniser ça. Mais l'idée que la solidarité nous lie, c'est une idée fondamentale pour l'Europe pour les prochaines années. Ça, d'ailleurs, le salaire minimum, mais aussi une aide universelle au niveau européen pour les chômeurs,
était une proposition de Padoan, de notre ministre. Donc là, il a aussi repris une proposition qui circulait, que les socialistes ont fait, que d'autres ont fait, que beaucoup ont fait en Europe. La question, c'est évidemment le fait d'y apporter le poids dans des grands pays européens qui jusqu'à maintenant avaient un peu hésité là-dessus. Mais je crois que si on regarde les propositions concrètes de Macron, par exemple sur la zone euro, il n'y a pas des énormes différences par rapport à ce, par exemple, qu'a proposé Juncker. Et je dis, Juncker a proposé ce que Bressot-Brock avait proposé. Hein. Si vous allez regarder, vous les trouvez. La question, ce n'est pas là. C'est évidemment le fait qu'il a apporté une volonté politique d'aller de l'avant. Alors, à la proposition de la Commission qui pouvait tomber dans le vide, un certain nombre d'États ont commencé à répondre oui, la France a répondu oui, d'autres, l'Italie, d'autres États ont répondu oui. L'Allemagne commence probablement à répondre oui, on est d'accord, pourvu qu'on ait un gouvernement. Je crois, à mon avis, là faites-moi dire une chose fédéraliste, à mon avis, la chose vraiment nouvelle par rapport au débat politique européenne, ce n'est pas tellement dans les propositions, c'est le fait d'avoir posé, et venant de la France, c'est énorme, le fait de la souveraineté européenne. Hein? Macron a dit il faut une souveraineté européenne qui n'est pas une diminution de notre souveraineté, c'est la capacité d'avoir une plus forte souveraineté pour être plus fort au niveau mondial. Ça, c'est une vraie nouveauté et là-dessus, on attend des vraies propositions parce que ce n'est pas les propositions ponctuelles qui sont sur la table et c'est très bien s'il est d'accord. La proposition, c'est comment on fait la souveraineté. Qu'est-ce qu'on fait? Une modification des traités? On ouvre une modification des traités pour décider quel est le noyau petit, hein, même très petit, de l'État fédéral européen. Voilà, ça c'est la réponse que moi personnellement j'attends de Macron. Pascal Durand, vous vouliez réagir? Oui, non, simplement pour dire, je partage ce qui a été dit, simplement il y a un moment où le président Macron va être confronté à la réalité des actes. Et au-delà des mots, au-delà de la volonté politique, il va falloir construire par exemple une zone euro. On peut améliorer la gouvernance, mais s'il n'y a pas de budget, si l'Europe n'est pas en capacité, puisqu'on parlait d'aller vers un peu plus de fédéralisme, si l'Europe n'est pas en capacité de se donner les moyens d'intervenir, que ce soit sur les questions sociales, que ce soit sur les questions économiques, les transitions énergétiques ou autres, on ne va pas aller très loin. Donc, au-delà des mots, il faut maintenant que le président Macron arrive à essayer de faire des majorités, ce qui ne va pas être facile au Conseil, parce qu'encore une fois, les États ne sont pas tous sur la même ligne. Il peut compter sur le Parlement. Le Parlement, globalement, veut qu'on avance sur la question du budget, de la défense, etc. Il n'y aura pas de problème. Sur une Europe plus sociale, ce ne sera pas compliqué. Donc tout ça, il y aura du monde. Une Europe qui protège, une Europe qui construit, une Europe de solidarité. Le mot solidarité n'est pas une injure, le mot gouvernance ne l'est pas non plus, mais encore faut-il associer les deux. Donc la gouvernance de la zone euro, et puis à côté de ça, mettre un pilier social, on est tous en train de discuter du pilier social, tout ça, c'est des très grandes avancées. Maintenant, moi j'attends de voir, par exemple sur la fiscalité, on a la question, et ça avance, mais ça avançait déjà en amont. Par les scandales, il y avait déjà des avancées et ça bougeait beaucoup. Maintenant, j'aimerais voir, par exemple, sur la question de la taxe sur les transactions financières, est-ce que, oui ou non, on va aller vers cette coopération renforcée, notamment la France et l'Allemagne, qui étaient les deux grands moteurs de cette question-là, mais l'Italie, évidemment, également, qu'on arrive à donner un budget propre à la zone euro, pour une part. Ça serait une avancée considérable. Justement, Emmanuel Macron a avancé justement des pistes sur les ressources propres pour le budget européen. On en a besoin. Monsieur Schwab, la position de l'Allemagne et votre réaction sur ça? On a besoin de l'argent pour le budget européen après le départ des Britanniques. Et donc il nous manque 10 milliards. Il faut d'abord trouver les 10 milliards pour garder le budget comme il est. Je regarde vers la France, vers l'Italie, et vous regardez vers l'Allemagne, et tous les autres regardent nous tous. Donc, ça ne sera pas facile. Et si on trouvera encore de l'argent pour financer l'eurozone ou la remontée économique des États membres, ça sera encore mieux. Mais je pense que ça ne sera pas facile. Même si en Allemagne, en France, en Italie, l'économie remonte assez fortement en ce moment.
la question des ressources propres sera un de ces points vraiment sur lesquels on verra s'il y a d'abord la volonté d'avancer. Il faut faire concrètement une proposition. C'est le moment d'ailleurs, parce que pour mai, la Commission mettra sur la table la proposition pour le nouveau cadre financier. Alors, d'ici lors, si les États veulent s'avancer et dire non, on est disponible à accepter des ressources propres et lesquelles, bon, ils n'ont qu'à le faire. Et je pense que là, on attend une proposition et ce serait très important. Parlons relations internationales et diplomatie, qu'on a un petit peu abordé tout à l'heure. Lors de son déplacement en Chine, Emmanuel Macron a proposé une alliance au nom de l'Europe avec la Chine sur le climat et le commerce. Alors, pensez-vous que c'est son rôle? Ne se substitue-t-il pas à messieurs Juncker et Tusk sur ces sujets-là? J'aimerais avoir votre avis, vous qui êtes des députés européens fort expérimentés. Quel est votre avis sur cette position qu'il prend ouvertement? Alors en Allemagne, on avait souvent et largement débattu du rôle de président français, qu'il subsidierait Mme Merkel et tout ça. Je trouve c'est ridicule. C'est bien si un leader européen va en Chine et parle franchement, même si peut-être 100%, c'est pas son rôle, peut-être il aurait dû. Mais en fait, sur les grandes lignes, on est d'accord. Et ça, peu importe si c'est lui ou Merkel ou Juncker ou Tusk qui le communique. Et l'idée a été principalement positive vue de la part des Chinois, de mon point de vue. Il pourra continuer à faire ce genre d'annonce une fois que il le faut faire gouvernement attention, allemand il faut faire attention et parler aux autres. Mais On téléphone d'abord à Angela Merkel. Voilà. En réalité, reste la question de la cession de souveraineté. Oui. Actuellement, il n'y a pas une cession en politique étrangère, et donc finalement, ce n'est pas exclu qu'un président français ou allemand ou italien dise je parlerai avec mes collègues européens pour que l'Europe fasse ça. Mais bon, c'est clair que le passage suivant, c'est qu'on ait un ministre des Affaires étrangères européennes qui soit chargé de faire ça. Mais bon, ce n'est pas pour demain, mais peut-être pas pour après-demain. Hein. Je pense qu'on n'est pas entre les deux. Je crois qu'on y approche, mais c'est pas mal que les présidents ou premiers ministres de nos pays, quand ils vont à l'étranger, n'oublient pas d'être aussi européens. Et donc, ils ne peuvent pas prendre directement des engagements, mais ils peuvent très bien parler aussi au nom de l'Europe en tant qu'ambassadeur de l'Europe, en disant je vais proposer à l'Union européenne de faire plus d'accords entre nous, par exemple. Pourquoi pas? D'autant plus que ce sont des sujets d'intérêt généraux. Il y a un sujet qui n'a pas été évoqué, je le regrette, en Chine, parce que c'est un sujet que le président Macron connaît bien pour l'avoir traité en tant que ministre de l'économie en France, c'est la question de l'acier. La question de l'acier qui préoccupe énormément les Européens, parce que bon, le dumping chinois a fait beaucoup de mal à l'acier et à nos usines et à notre sidérurgie, que ce soit alors là, dans tous les pays européens. Il a parlé de réciprocité en Chine. Oui, mais alors justement, ce qui est très important, c'est d'arriver quand même, si on veut parler au nom de l'Europe, il faut aussi parler, pas simplement sur les grands sujets, les méta-sujets comme la pollution, le climat, etc. Il faut aussi parler des sujets sur lesquels les gens au quotidien, les usines qu'on ferme en Europe, et il le sait, le président Macron, tout le monde le sait, elles ont aussi une origine. Et la Chine n'est pas totalement absente. Donc ça, c'est une vraie question. Quand on parlait de taxation, nous, ça fait très longtemps qu'on défend la souveraineté européenne avec effectivement une taxation des aciers ou des produits qui viennent et qui sont aidés de manière tout à fait illégale et voilà, par des États qui sont des États assez peu démocratiques pour utiliser un euphémisme. Enfin, un dernier mot rapidement sur les élections européennes qui se profilent pour 2019. Emmanuel Macron veut en faire un rendez-vous politique majeur en rassemblant les forces pro-européennes du centre, mais également de gauche et de droite. Est-ce qu'en cas de victoire, il pourrait, comme en France, faire éclater les partis qui siègent actuellement au Parlement européen? Oh, là, c'est compliqué. Apparemment, il n'a pas encore décidé ce qu'il veut faire. Disons qu'en Europe, déjà, il y a de fait des accords entre gauche, droite et centre, normalement. Il y a les groupes pro-européens qui discutent entre eux pour trouver un accord et des majorités. La question, c'est s'ils pensent vraiment à faire éclater les groupes. Là, j'ai des forts doutes. S'ils pensent à faire un nouveau groupe ou s'ils
pense plutôt à faire évoluer certains des groupes européens. Nous, par exemple, le Parti démocrate italien est composé de gens qui ont été membres et de l'ALDE et du Parti socialiste. Mais on a après choisi tous ensemble d'adhérer au groupe SND. Donc, je crois que Macron devra faire une réflexion là-dessus et faire des propositions. Je ne pense pas qu'il y ait honnêtement, je ne sais pas vous, mais la place pour un nouveau groupe ultérieur. Donc, plutôt l'évolution des groupes actuels. Pourquoi pas aussi travailler plus ensemble, faire des accords plus structurés de majorité qui n'existent pas actuellement. Dans ces propositions pour l'Europe, une Europe qui avance et qui protège, il est toujours plutôt bien suivi et bien entendu. Mais dès l'instant où s'annoncer les élections et le combat politique, quand on touche aux acquis, oui, ça risque d'être un petit peu plus compliqué peut-être, non? Oui, moi je pense que c'est très difficile à prévoir. Notre groupe qui se compose de partis de tous les États membres de l'Union européenne est ouvert à tous ceux qui veulent contribuer, mais on ne veut pas se laisser éclater, on veut continuer notre combat pour l'Europe. Donc je crois que ça sera très difficile et on pourra juger seulement après les élections, car finalement c'est les citoyens qui décident. Bien sûr. Enfin, moi je ne fais pas de politique fiction, donc c'est pareil, je ne sais pas ce qui va se passer. Je pense néanmoins que des recompositions peuvent se faire. Je ne sais pas si ça se fera en 2019, je ne sais pas dans quelle mesure. Quand on voit en France, alors après c'est encore une fois on mesure à l'aune de la France, mais quand on voit la position prend un Alain Juppé, quand on voit en disant bon ben on commence un peu à regarder, pareil à gauche, pareil chez les écologistes, Nicolas Hulot est quand même membre du gouvernement. Donc il n'est pas impossible. Alors est-ce que ça se... bon, comme Mercedes vient de le dire, on a vu les SND attirer à un moment des libéraux, une partie. Moi je ne sais pas dans quelle mesure demain le groupe libéral ne va pas à nouveau, puisque là il est composé quand même d'une aile assez eurosceptique et d'une aile très europhile. Est-ce que demain il n'y aura pas une recomposition? Honnêtement j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que ce dont je suis sûr, c'est qu'il est trop tôt là pour en parler. Ça me paraît évident. Mais ça va bouger. Je crois que ça bougera au Parlement européen comme ailleurs. C'est quand même un point de vue français, franco-français. Oui, en Italie, en Allemagne, c'est un peu différent, je dirais. Absolument. Bien sûr. Mais on va bien voir. sûr. Disons que la question sera si sur le Spitzenkandidat, c'est-à-dire sur le candidat président de la Commission, on hypotise aussi de faire des accords de coalition, hein, pour parler dans le langage actuel. Et donc là, effectivement, il y aurait un espace de discussion politique intéressant. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois de nous avoir donné votre opinion sur le programme européen d'Emmanuel Macron. Nous aurons probablement l'occasion d'y revenir ces prochains mois. En attendant, n'hésitez pas à suivre l'actualité sur touteleurope.eu. À très bientôt.